Donc, dans cette vidéo, je vais reprendre les différences entre les définitions de classe sociale selon Marx et Weber. Donc, cette vidéo est située dans la partie 3 de la séquence 2. Donc, partie 3, c'est les théories des classes sociales en débat. Et nous sommes à la fin du grand A, qu'est-ce qu'une classe sociale? Donc, dans cette vidéo, je m'appuie sur votre manuel, page 181, le document 4, les différences entre les définitions de Marx et de Weber. C'est également un document que vous deviez étudier dans le cadre de la classe inversée. Donc, ce texte qui est proposé par Louis Chauvel. Ce qui est important de souligner, c'est que Louis Chauvel est un chercheur reconnu en sociologie. Il est professeur à l'Université de Luxembourg. Il est spécialisé dans l'analyse de la stratification sociale et des inégalités. Et c'est également un des principaux théoriciens du déclassement des classes moyennes, ça on verra plus tard. Donc là, c'est Louis Chauvel qui a publié dans Alternative économique. Alternative économique, c'est un journal plutôt situé à gauche sur l'échiquier politique. Je vous rappelle qu'au niveau des journaux, des organes de presse, à partir du moment où vous avez un journaliste doit toujours citer ses sources et s'appuyer sur des sources qui sont réelles et vérifiables. C'est important, c'est le point qui est vraiment fondamental dans le travail du journaliste. Mais ensuite, une fois qu'il a ses sources, une fois qu'il a ses connaissances, ses faits, il les analyse de manière, il peut les analyser de manière différente. Donc, en économie, vous avez donc alternative économique qui est plutôt située sur le côté gauche de l'échiquier politique, c'est-à-dire qu'ils analysent d'une manière générale tous les faits avec ce point de vue un peu politique, mais toujours, je rappelle que les faits sont justes. Après, vous avez aussi un journal que j'utilise également qui s'appelle Les Échos. Alors lui, c'est l'inverse, il est plutôt situé à droite dans l'échiquier politique. Et c'est vraiment important de le souligner parce qu'une fois que vous avez des points de vue différents sur des faits identiques, ça vous permet aussi de construire votre opinion. Et c'est ça qui est important, de construire son opinion. Mais vous-même, alors quand construire son opinion vous-même, c'est aussi de s'appuyer sur des faits, sur des analyses, sur énormément de choses. Donc, c'est important de se référer à des journaux, savoir où ils sont situés dans l'échiquier politique, et surtout d'aller confronter votre opinion à sur différentes sources. Donc, personnellement, tous les jours, je lis, pas entièrement si j'ai pas le temps, mais je lis au moins les titres et au minimum un article dans 3 ou 4 articles de presse qui sont vraiment situés sur tout l'échiquier politique, de manière à me construire mon opinion. C'est vraiment important de le savoir. Et sur un journaliste part de faits. Après, il faut se faire sa propre opinion. Mais pour se faire sa propre opinion, il est important de se nourrir intellectuellement. Alors, une fois cette introduction terminée, on va lire ensemble ce texte, qui est vraiment important. Donc, Louis Chauvel nous dit, dans la définition des classes sociales, deux grands courants s'affrontent. La tradition marxiste, c'est-à-dire reliée à Karl Marx, y voit des collectifs, donc collectifs, c'est vraiment des groupes, définis par leur place dans le système économique. La manière dont ils sont situés dans le système économique. Elle oppose donc les capitalistes, propriétaires des moyens de production, donc les capitalistes, Marx les appelait aussi les bourgeois, aux prolétaires, qui n'ont que leur force de travail à vendre. Donc, prolétaire, ça correspond à la classe ouvrière. Ensuite, donc pour Marx, on a vu que les classes sociales ne sont pas seulement un outil de description sociologique, elles sont au cœur de son explication du mouvement de l'histoire. Ça, c'est important, cette phrase. Elles sont au cœur de son explication au mouvement de l'histoire.
J'ai juste une petite... Ah, je vais encore avoir le même problème que dans l'autre vidéo. Je ne maîtrise pas encore très bien. Hop. Alors, je voudrais juste souligner ça en vert et en petit, cette phrase. Les classes sociales ne sont pas seulement un outil de description sociologique pour Marx. Elles sont au cœur de son explication du mouvement, de l'histoire. C'est important parce que cette phrase-là explique pourquoi les recherches, les travaux scientifiques, la réflexion de Marx a été à l'initiative d'expérimentation politique. Et notamment, alors là je me réfère à une philosophe qui était spécialisée en sciences politiques, qui s'appelle Hannah Arendt, une philosophe allemande, qui s'est intéressée au totalitarisme. Et elle explique que les États totalitaires ou les mouvements totalitaires s'appuient donc sur la terreur, premièrement, et ensuite ces États totalitaires s'appuient sur la terreur et sur des idéologies. Et les idéologies, en fait, pour elle, donc je la cite, ces idéologies sont des systèmes d'explication de la vie et du monde qui se flattent d'être en mesure d'expliquer tout événement passé ou futur sans faire autrement référence à l'expérience réelle. C'est-à-dire que pour cette donc politiste, doublée d'une philosophe, donc les États totalitaires du XXe siècle, donc vous avez l'État, enfin, le nazisme et le stalinisme, plus tous les mouvements qui sont des mouvements totalitaires, s'appuient donc sur la terreur, s'appuient également sur le fait que sur des individus isolés et utilisent une idéologie. Une idéologie, donc c'est des recherches, des idées, des mouvements qui viennent du monde intellectuel et qui sont tout à fait logiques et qui sont, c'est vraiment vital d'avoir toutes ces réflexions, c'est important. Par contre, elle explique que ça s'appuie ensuite sur une idéologie, c'est-à-dire que certaines personnes vont utiliser ces idées, ces pensées, et justement, c'est déjà une idéologie pour elle. Donc, ce sont des systèmes d'explication de la vie et du monde qui se flattent d'être en mesure d'expliquer tout événement passé ou futur sans faire autrement référence à l'expérience réelle. C'est-à-dire les mouvements totalitaires s'appuient sur des pensées et ils partent du principe que ça existe. Ils partent du principe que ça existe. Et que si confrontés à l'expérimentation, ça ne fonctionne pas, ils vont botter en touche. C'est comme ça que Staline a tué des intellectuels, des paysans aussi. Tous ceux qui étaient en dehors de la théorie de la lutte des classes, c'est-à-dire le fait qu'il n'y avait plus d'État. Donc, il fallait absolument, si vous voulez, que l'État, l'expérimentation communiste sous Staline fonctionne. C'est-à-dire que le réel devait basculer dans l'idéologie. Il fallait que l'idéologie soit observée en Russie. Et donc, pour observer, il a créé des goulags, c'est-à-dire qu'il a éliminé les personnes qui ne rentraient pas dans le cadre. Et le nazisme, c'est pareil. L'idéologie était autre. Et là, ce qui est très important de comprendre aussi, c'est que, vous voyez, l'idéologie nazie, est basée sur le racisme. Donc, c'est quelque chose qui est, au niveau des valeurs, au niveau du droit, qui est absolument, immoral. Hein.
Et le communisme, le socialisme, au contraire, ce sont des valeurs qui sont morales à la base. L'idée, c'est qu'il y ait des égalités, que tout le monde soit bien placé dans le système économique, et cetera, et cetera. Donc, vous voyez, les valeurs au départ sont à l'opposé, donc racisme, tout ce que ça sous-entend. Et l'autre, donc le communisme, c'est égalité. Donc les valeurs, on voit bien qu'elles sont totalement opposées. Mais vu qu'elles ont basculé toutes les deux dans une idéologie et au service d'États totalitaires, de mouvements totalitaires et ensuite d'États totalitaires, ça s'est transformé en monstruosité. Donc pour le nazisme, on peut se dire, à la base, les valeurs étaient horribles. Donc on peut se dire que ça vient des valeurs, en fait. Tandis que pour le communisme, les valeurs étaient belles, elles sont toujours belles hein, dans l'idée hein, d'inégalité. Mais ça a fait les mêmes désastres humains avec toutes les personnes qui ont été tuées. Donc voilà, cette phrase est vraiment importante. C'est-à-dire que Marx, quand il dit « elles sont au cœur de son explication du mouvement de l'histoire », il bascule sa pensée dans l'idéologie, sans bien évidemment, j'imagine, mais supposer que sa pensée allait être la justification de monstruosité au niveau humain. Donc c'est vraiment important de bien comprendre ça. Alors ensuite, donc l'appartenance de classe façonne les valeurs et pratiques des individus. Donc c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il a basculé un peu dans l'idéologie et ça a été utilisé par certains gouvernements pour légitimer des massacres. C'est important de le souligner parce que vous avez des personnes qui sont communistes parce qu'elles estiment que les valeurs sont belles et sont pas forcément à l'aise avec ça. Donc c'est aussi important de le comprendre. Ensuite, à l'opposé, donc la tradition wébérienne, c'est-à-dire des personnes qui travaillent ou qui se fondent sur la pensée de Max Weber, suppose que les classes sociales sont des groupes d'individus semblables, partageant une même dynamique, sans qu'ils en soient forcément conscients. Pour lui, la classe sociale est constituée par des individus, rassemblés en fonction des critères que l'on juge les plus discriminants, le diplôme, le revenu, le patrimoine, la profession aussi. C'est donc une construction sociale, et non une donnée tangible. Les marxistes attendent beaucoup des classes sociales, tandis que les wébériens y voient un mode de découpage parmi d'autres. Les uns conçoivent difficilement des classes sans conscience de classe, qu'on a vu avec Marx, des groupes visibles et en mesure de construire leur propre histoire collective. Les autres ne voient dans ces groupes qu'un empilement de strates. Donc, le tableau qui est ici vous fait un résumé de tout ça. Il est très bien, il faut vraiment retenir ça dans la synthèse. Donc Marx, c'est une démarche réaliste. Il part du principe que les classes sociales telles qu'il est décrit sont réelles, qu'elles existent. D'où l'histoire de l'idéologie, que ça a pu basculer en idéologie utilisée par des États totalitaires. Tandis que Weber, pour lui, c'est une démarche nominaliste. C'est-à-dire que c'est une construction, une utilisation de sociologues. Ensuite, chez Marx, les individus qui appartiennent à une classe sociale ont conscience d'appartenir à cette classe sociale, donc c'est la classe sociale en soi et pour soi, donc ils ont conscience. Pour Weber, les classes sociales ne sont pas des communautés. Les gens ne savent pas forcément qu'ils appartiennent à cette classe sociale. Pour Marx, la société est conflictuelle, on est dans la lutte des classes, toujours dans son idéologie. Il y a une vision pyramidale, donc plus on monte vers le haut de la hiérarchie, moins il y a de personnes. Si on voit selon Marx. Et la structure sociale est unidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un seul critère, le critère
économique. Pour Weber, la société est pacifiée, la vision est stratifiée, donc rappelez-vous la couche géologique, hein, et la structure sociale est multidimensionnelle. Lui, il prend 3 points. Donc l'ordre économique avec les classes sociales, l'ordre social avec les groupes de statut, et ensuite l'ordre politique avec les partis politiques. Donc ce tableau-là, vraiment à retenir. Donc, je vais refaire une tentative ici. Voilà. Dans votre cours, vraiment, si vous pouvez même le recopier, enfin non, je vous l'ai mis déjà, vous avez la photocopie, mais vraiment apprendre. Pour le bac, c'est important ça. Et ensuite, je vais vous poser la question, donc dans le manuel, on vous pose la question, quels sont les points communs entre les définitions des classes sociales chez Marx et Weber? Donc on a déjà évoqué. Les points communs, donc ils proposent chacun une classification de la société à partir de catégories, donc ce que vous indiquez dans votre document en classe inversée. L'un comme l'autre accordent une importance aux critères économiques, et plus particulièrement à la place occupée dans les rapports de production. Quel endroit on se situe. Ensuite, les différences entre les définitions de classe sociale chez Marx et Weber, donc ça je vous l'ai indiqué également. Donc l'approche de Marx est réaliste, celle de Weber est nominaliste. On a déjà vu. La théorie de Marx induit donc une vision hiérarchisée et conflictuelle de la société, tandis que celle de Weber est plus donc pacifiée. Donc chez Marx, on a vu qu'il y a un seul critère qui est déterminant, le critère économique, tandis que chez Weber, il y a trois visions. Donc on dit que c'est une vision multidimensionnelle qui va donc s'appuyer sur les 3 critères que je vous ai évoqués tout à l'heure, économique, social et politique. Ensuite, afin de décrire la société française contemporaine, quelle approche retiendrez-vous? Donc là, je reprends le document de classe inversée que vous avez. Donc, afin de décrire la société française contemporaine, quelle approche retiendrez-vous? On s'aperçoit déjà que dans cette question, il n'y a pas une seule vérité. Il y a des angles d'approche dans la manière d'étudier la société française. Il n'y a pas qu'une vérité. Alors là, on travaille sur Marx et Weber, mais si on travaille sur des auteurs contemporains, vous verrez qu'ils ne voient pas les choses de la même façon. C'est ça qui est la richesse scientifique et la richesse aussi du monde intellectuel. C'est d'apprendre un maximum de choses sous des angles différents. Donc si on se met sous l'approche de Marx, c'est-à-dire avec l'angle de Marx, on s'aperçoit qu'il y a des persistances d'inégalités économiques qui sont fortes, qu'il y a une accumulation de richesses des capitalistes. Donc, capitaliste, c'est un terme très marxiste. Hein. Donc, effectivement, là, si on se met sous l'angle de Marx, on est dans cette mouvance-là. Regain de conflictualité sociale. Donc là, il y a les gilets jaunes, par exemple, qui est très marquant. Quand on va travailler sur la mondialisation de la société, je pense que je vous en parlerai. Donc, il y a des regains de conflictualité sociale. On s'aperçoit aussi en ce moment avec que l'on vit actuellement qu'il y a une conflictualité dans d'autres domaines. Donc là, ce sont plutôt des éléments en faveur de l'approche de Marx, éléments en faveur de l'approche de Weber, si on regarde sous cet angle-là, importance du prestige. Alors, nous sommes dans une société où le groupe, comment dire, statutaire, le groupe de statut est vraiment très très important. Et c'est vrai que les réseaux sociaux s'appuient là-dessus. Vous, surtout les jeunes, quand vous mettez une photo de profil et que vous n'atteignez pas le nombre qui vous semble nécessaire pour avoir un certain prestige, vous ne vous sentez pas bien. Peut-être pas tous, hein, mais certains d'entre vous, je sais que ça vous dérange. Et là, c'est le prestige. On est vraiment dans l'ordre social. Donc, le nombre d'abonnés, etc., etc. Bon, il y a d'autres exemples. Hein. Disparition d'une conscience de classe ouvrière. C'est vrai que la conscience de classe ouvrière a tendance à disparaître, notamment sous l'effet
du chômage de masse. Ça, on en reparlera aussi. Voilà. Donc, pour finir cette partie A, vous avez la synthèse, donc, que je vous laisse relire dans le cours. Ça reprend ce que je viens de dire. Donc, pas forcément nécessaire que je la redétaille.